نوسع للصالة لو سمحتم. Mes très chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullah. Al-Magharibi a arrêté la grille de ses programmes pour couvrir continuellement les événements en Égypte. C'est pour cela que cette couverture extra spéciale va continuer aujourd'hui avec l'invitation de 2-3 analystes de langue française pour pouvoir faire participer le maximum de gens en Algérie et en dehors de notre pays. Se joint à nous, mes très chers téléspectateurs, Yassine Saadi pour parler de la crise égyptienne. Si Yassine, Massa al-Khair. Bonsoir. Alan Bik, si Yassine, on sait que vous êtes spécialiste des relations internationales, vous suivez de très près les événements en Algérie et ailleurs. Quelle est la première analogie que vous faites, vous qui avez vécu l'arrêt du processus électoral en Algérie en 92 et ce qui se passe actuellement en Égypte, Yassine? Premièrement, je dois présenter mes condoléances aux familles des victimes, au peuple égyptien. Cette crise nous enseigne une chose qui est terrible dans le monde arabe, c'est que nos démocrates ne sont pas pratiquants, nos laïcs n'ont pas cette profondeur philosophique et doctrinale, et nos militaires ne sont au fait qu'une société prestataire de services au service du Pentagone et d'autres agglomérations et groupements d'intérêts dans la région. Ce qui est malheureux, c'est que maintenant, à répétition, on voit que la démocratie, tant chérie et tant créée par une catégorie, une élite déculturée chez nous, on voit que cette élite, une fois elle échoue à la première tentative des élections, elle convoque l'armée à intervenir et elle abjure ses principes. Ceux qui parlent de la démocratie chez nous, ceux qui parlent de la laïcité chez nous, au fait, n'ont pas de conviction profonde, mais elles sont juste conjoncturelles. Yassine, pour rester en Égypte, s'il te plaît, est-ce qu'il y avait des prémices qui laissaient présager d'un quelconque coup d'État ou un arrêt du processus électoral en Égypte? Pourquoi tout d'un coup changer de président alors que tous les feux étaient ouverts, entre guillemets bien sûr, parce que Morsi ne faisait pas l'unanimité? Vous savez, la démocratie a ses propres lois, comme la physique, comme les mathématiques et comme les lois sociales. Morsi était élu démocratiquement et puis le peuple égyptien a donné son feu vert à l'adoption de la Constitution, je crois à 66%. Mais les forces, je dirais, contre-révolutionnaires, parce que ceux qui ont fait la révolution en Égypte, ils sont focalisés sur Hosni Moubarak. Alors Hosni Moubarak n'est que la boîte postale d'un régime. Le vrai pouvoir ne se situe pas à la présidence, à Qasr al-Qubba, comme on dit, le palais d'Al-Qubba, mais tout simplement, il réside au ministère de la Défense et il réside aussi dans l'institution militaire et sécuritaire et surtout au ministère de l'Intérieur. Donc, Moubarak est parti où il est tombé, entre guillemets, parce qu'on risque d'avoir dans les semaines et mois à venir, si la situation perdure, on risque de voir Moubarak revenir au nom de la réconciliation nationale. Il ne revient pas au pouvoir, mais il sera relâché. Ce que je vous dis, Moubarak est tombé, mais l'État profond, Ad-Dawla al-Amiqa, elle est restée sur ses pieds. Ces gens-là qui sont dans l'administration, ils sont dans les ministères, ils sont dans les, je dirais, dans les rouages de l'État, ils sont, je dirais, presque, ils ont agi en grain de sable, ils ont grippé cette machine parce qu'il y avait, ceux qui connaissent l'Égypte, il y avait un réel mécontentement au sein de la population égyptienne qui, elle, voulait tout et à la fois. Il n'y a pas cette culture de patience, il n'y a pas cette culture de démocratie. Ils n'ont pas, la plupart des gens n'ont pas compris ces mécanismes et ces lois de la démocratie, comme quoi on ne peut pas résoudre ce qui était fait en 30 ans ou presque en 60 ans de mauvaise gouvernance en une seule année.
Mais tout cela, les forces de la régression qui sont Al-Barda'i, Sabbahin, je dirais Amr Moussa et d'autres, ceux qui sont dans l'établissement des journalistes et l'État profond, ceux-là n'ont jamais pardonné aux frères musulmans leur, je dirais, leur enracinement au sein de la population égyptienne. Yacine, Et, restez avec nous, oui. s'il vous plaît. On revient vers vous dans un petit moment. Se joint à nous, mes chers téléspectateurs, Faisal Mattawi, journaliste connu. Allô, c'est Faisal. فقد فقدناه سي ياسين. Le plus bizarroïde, dirais-je, dans cette situation, c'est de trouver parmi les forces en présence, les forces politiques en présence en Égypte, des salafistes qui ont applaudi à ce coup d'État et à ce putsch, comme vous l'avez nommé. Mehdi, c'est à chacun ses propres salafistes. On sait que ce courant, il est partagé en plusieurs écoles. L'école Medkhali, ceux qui ne réclament jamais rien, qui pensent que dire aux gouvernants que vous faites du mal au peuple ou quoi que ce soit, ils considèrent ça comme une apostasie. يعني الخروج عن الحاكم يعتبروه محرم. Il y a l'école salafiste djihadiste qui, elle est dans la surenchère. Il y a l'école salafiste, je dirais, à l'image de Hizb al-Nour, qui a trahi. Mais il faut comprendre ce que c'est que Hizb al-Nour. Hizb al-Nour, sa direction, les deux personnes qui sont connues, dès le départ, les frères musulmans et le courant islamiste en Égypte, il a émis des réserves sur leurs relations avec l'État profond et surtout les services de sécurité égyptiennes. Donc ce n'est pas étonnant qu'un parti, parce que c'est le deuxième parti en Égypte par rapport aux résultats des élections, on trouve que Hezb al-Nour, il pensait qu'il était lésé, qu'il était utilisé par les frères musulmans pendant la campagne électorale et pendant la mobilisation. Il pense que le fait que le parti Hezb al-Adala wa Tanmiya, justice et développement, s'est tourné vers le parti Hezb al-Wasat, ils ont pris ça pour une trahison, donc alors ils ont préféré manger avec le diable, comme on dit. Donc une alliance avec l'État profond, quitte à aller vers une impasse. Si Yassine, restez avec nous, s'il vous plaît. Se joint à nous encore une fois Faisal Mattawi. Allô, Sil Ayachi Saad Eddine, bonsoir. Vous êtes écrivain et cadre au PST, Parti Socialiste des Travailleurs. Vous suivez de près la situation politique en Algérie et ce qui se passe actuellement en Égypte. Quelle est votre première lecture, Sil Ayachi? Bon, ma première lecture, c'est que d'abord, il faut insister sur une première dimension, c'est que il s'agit bien, bel et bien d'un coup d'État. Donc, mais un coup d'État, bon, au-delà que ce soit contre le mouvement islamiste des frères musulmans ou contre le président Morsi, c'est essentiellement un coup d'État contre le mouvement populaire, contre un processus révolutionnaire qui est au cœur de la dynamique de changement dans la région arabe. Plusieurs médias européens ont qualifié ce coup d'État d'un coup d'État à l'algérienne. Quelles sont les similitudes que vous trouvez ici à Essaï? Bon, fondamentalement, sur le plan, il y a beaucoup de convergence dans les deux formations sociales sur le plan de l'histoire. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à assimiler complètement ce qui se passe actuellement en Égypte, compte tenu du contexte géopolitique international, à ce qui s'est passé en Algérie dans les années 90, bien qu'il y ait des similitudes, et les similitudes, à mon sens, c'est essentiellement le rôle de l'armée dans ces sociétés structurellement faibles sur le plan sociologique, c'est-à-dire l'importance du rôle de l'armée. Je pense que dans les deux cas, l'armée nationale contrôle et les leviers politiques dans la société algérienne et égyptienne, et également les leviers économiques. Dans le cas de l'Égypte, 40%
pratiquement de l'économie égyptienne se trouve entre les mains des militaires. Donc les militaires sont complètement intégrés aux affaires, donc à la logique du business. Et donc ils détiennent des leviers importants dans le domaine économique comme dans le domaine politique. Et je crois que ce qui se passe actuellement en Égypte, c'est également aussi, derrière, il y a des enjeux économiques d'abord pour la caste militaire et aussi sur le plan géopolitique des enjeux économiques importants pour les grandes puissances et essentiellement les États-Unis, parce que n'importe comment l'Égypte se trouve au cœur de la dynamique économique mondiale, parce que par le rôle qu'elle joue par rapport au canal de Suez. Donc elle est au cœur des exportations des énergies, du pétrole et du gaz. Donc elle a un rôle très important de ce point de vue sur le plan économique. Et ce qui se passe en Égypte, n'importe comment, va atteindre un petit peu la situation mondiale. Il a une dimension mondiale. Va avoir un impact sur la crise aiguë que vit le capitalisme mondial. Et le deuxième aspect, c'est que c'est un pays clé par rapport à la crise de la région arabe avec l'État d'Israël. Donc les deux aspects importants dans cette crise-là. C'est Ayeshi, mais ce que vous dites est bel et bien présent dans la scène, sur la scène égyptienne, mais l'armée ne peut pas tout faire sans l'aval ou la complicité d'une élite corrompue, comme diraient beaucoup d'observateurs ici même. Bien sûr, c'est-à-dire c'est évident. C'est-à-dire que l'armée tire les ficelles par le pouvoir politique qu'elle détient et le pouvoir de la force, l'outil de la violence contre la société. C'est évident mais il y a des classes qui s'inscrivent, des couches sociales qui s'inscrivent dans la perspective, dans le projet mis en route par les militaires, donc casser le processus de mobilisation du peuple égyptien, donc remettre en cause un petit peu la dynamique de changement. Et je pense que de ce point de vue, il y a des classes sociales, des couches sociales qui ont émergé, dont les figures de proue sont les Bradei, donc les courants libéraux, certaines castes liées donc au monde des affaires dont on a parlé précédemment. Et il y a aussi donc des courants centristes comme Bahadine, social-démocrate, pressenti peut-être pour être le chef du gouvernement prochainement. Dans tous les cas de figure, je pense que le processus engagé en 2012, c'est-à-dire avec le succès des élections du président Morsi, dans cette victoire de la confrérie des frères musulmans, il y avait, je crois, les éléments de l'échec. C'est-à-dire c'est aussi un échec pour les frères musulmans, donc la dynamique, la solution islamiste pour la société égyptienne, parce que le président Morsi a dirigé un petit peu la société égyptienne comme il aurait dirigé l'organisation des frères musulmans. Donc de ce point de vue, il prouve encore une fois que les courants islamistes ne sont pas en mesure d'offrir une solution aux contradictions de la société, des sociétés arabes, et en même temps l'incapacité de mettre en place un projet démocratique pour l'ensemble de la société. Le président Morsi s'est inscrit dans la logique d'élargissement de la base sociale de la confrérie et du pouvoir islamiste, mais il ne s'est pas attelé à construire un projet moderniste pour la société égyptienne, et je crois que c'est là le cœur de la problématique et de l'échec du pouvoir du président Morsi. C'est Ayeshi, dernière question, s'il vous plaît. Le chef de la diplomatie turque vient d'annoncer que ce qui se passe actuellement en Égypte est très grave, parce que l'Égypte porte l'espoir de tous les pays musulmans, de toute la nation arabe. Est-ce que vous pensez que, historiquement parlant, l'Égypte est à un carrefour? Évidemment, l'Égypte est au cœur de ce qui se passe dans le monde arabe.
et au cœur de ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc l'Égypte de Morsi était un allié potentiel pour le pouvoir turc qui avait besoin de sortir d'un certain isolement par rapport à, disons, à tout ce qui s'est passé en Turquie. Donc là, le pouvoir turc d'Erdogan, des islamistes ont perdu un allié potentiel. Donc c'est très important. C'est une carte qui aurait pu beaucoup peser dans les relations dans la région. Laïchi Saadine, merci beaucoup pour votre participation. Vous étiez en direct avec nous depuis l'Algérie. Je rappelle, vous êtes écrivain et cadre du PST. Se rejoint à nous Aziz Mouchahidine Faisal Mattawi. أهلا وسهلا بك سي فيصل. Allô Faisal? Faisal, est-ce que vous êtes avec nous? Allô Faisal? Si Yassine, je reviens vers vous en attendant que Faisal soit avec nous. Vous connaissez très bien la diplomatie européenne. Le porte-parole de la diplomatie européenne, Michael Mann, vient d'annoncer que ce qui se passe, nous condamnons et nous regrettons la violence et on exige que le processus politique en Égypte soit suivi de façon pacifique. Ce genre de déclaration qui émane de l'Union européenne, qu'est-ce que vous en pensez, Yassine? Oui, bon, ça c'est une façon de se donner une bonne conscience, parce que les Européens sont condamnés. C'est qu'ils ne peuvent pas dire on est d'accord, on est pour, mais il y a une façon de dire voilà, vous avez fait votre coup, maintenant passez à autre chose, donnez le relais aux politiques que vous pensez qui sont capables de mener l'Égypte vers la stabilité. Mais moi je veux revenir par rapport à ce qu'il a dit M. Ayashi, par rapport à la position de la Turquie vis-à-vis de l'Égypte, en pensant que la Turquie vient de perdre un allié potentiel. Moi, je crois que c'est une fausse lecture, parce que tout simplement, la Turquie n'est pas aussi isolée qu'on le pense. C'est un pays qui fait une croissance presque à 2 chiffres. C'est un pays qui est en train d'avancer. Et après les événements de la place Taksim, on a vu que les Occidentaux, les médias occidentaux spécialement, ils ont essayé de lui donner une dimension de printemps, entre guillemets, mais c'était tout simplement une instrumentalisation d'une gauche qui était dans la certitude qu'elle sera absente du pouvoir dans les 15 ans à venir. Donc ils ont essayé de profiter d'un événement urbain, comme on dit, parce qu'il y avait un projet urbain à la place Taksim, mais après il y avait cette loi qui existe même aux États-Unis et certains pays les plus développés en Europe, l'interdiction de la vente de l'alcool à partir d'une certaine heure. Donc ils ont essayé de donner une dimension, je dirais, de révolte à ce qui s'est passé. Je crois que le gouvernement turc, il a su gérer cet événement avec intelligence et fermeté. Et de l'autre côté, lorsqu'il prend une position par rapport à ce qui se passe à l'Égypte, c'est tout simplement la position la plus logique d'un pouvoir qui est issu de la mouvance, je dirais, islamo-pragmatique, parce que tout simplement, Erdogan, de l'assimiler à l'islamisme comme il est sous-entendu dans la littérature de certains courants laïcs, est une fumisterie. Pour revenir à la réalité égyptienne et à la crise égyptienne, Yassine, la diplomatie algérienne s'est empressée d'accorder un quitus à ce qui se passe actuellement en Égypte, à l'instar de l'Arabie Saoudite, des Émirats. Ils se sont tus pendant des mois pour faire une déclaration concernant ce qui se passait dans le monde arabe pendant le printemps arabe. Mais là, 2-3 jours plus tard, ils ont dit que le président par intérim, Adli Mansour, était légitime. Et que pensez-vous de cette attitude de la diplomatie algérienne à 2 poids 2 mesures quand il s'agit d'une déchéance illégitime d'un président élu? Soyons sérieux, est-ce qu'on a une diplomatie en Algérie? C'est la question que je me pose. Maintenant, la position de Medelsi n'est pas la sienne. Ce n'est pas la position de la diplomatie algérienne, mais il faut dire c'est la position de l'établissement en Algérie. Ceux qui ont
mené l'Algérie à cette situation depuis 92. Ils sont confortés dans leur choix en disant voilà, on était 20 ans à l'avance. Comme certains disent par rapport au printemps arabe, nous sommes soulevés depuis les années 80, depuis que le printemps berbère, jusqu'aux événements de 88, nous avons fait notre révolution. Aujourd'hui, la position algérienne, elle est simple, elle est claire, il faut la décoder. Nous avons fait ce travail en 92. Voilà comme quoi le monde qui nous en voulait, le monde qui nous a condamnés, qui nous a suspectés, voilà aujourd'hui il est devant le fait accompli alors qu'on est dans une ère de printemps, c'est-à-dire les printemps arabes. Revenons à l'Égypte. Il ne faut pas croire que la situation reste statique comme certains le pensent. Il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est à la Hugo Chavez, ça veut dire la mobilisation de la rue pacifiquement et que Morsi, la légitimité, je dirais, revient. Donc on revient à la situation légitime. Je parle bien de la légitimité électorale revient. Donc Morsi revient au palais Al-Qubba, comme on dit. Ou sinon, le deuxième scénario, c'est le scénario à l'iranienne, un soulèvement général en Égypte dans toutes les localités, et cela va mener soit à l'éclatement de l'armée égyptienne, et là ça serait vraiment grave, et ça sera un scénario horrible, ou soit à un moment donné, l'armée se range derrière les manifestants en sachant que ceux qu'elle défend aujourd'hui ou ceux qu'elle a utilisés pour prendre le pouvoir, ils sont ultra minoritaires. Il y a un risque de rentrer, le troisième scénario, dans un cycle de violence qui peut durer une 30aine d'années en Égypte. Yassine, oui. S'il te plaît, j'ai une dernière question relative à l'attitude de l'armée en Égypte. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, le fait que cette armée qui a protégé ces millions de personnes qui sont sorties dans la rue pour dénoncer la dictature militaire de Hosni Moubarak, qui a gagné haut la main cette existence pacifique et démocratique, se trouve aujourd'hui en porte-à-faux avec la réalité de la population et tire et utilise la violence contre ces mêmes gens que l'armée a protégés il y a quelque temps? Moi, je crois, j'ai complètement une autre lecture. L'armée égyptienne n'a jamais protégé le peuple égyptien lorsqu'il s'est soulevé contre Moubarak. Elle a observé une neutralité, bienveillance et calculée. Parce que tout simplement, l'armée égyptienne, il y a eu le précédent tunisien. Donc, le chef de l'état-major, Rachid Ammar, il a eu un aura extraordinaire en refusant les ordres de Ben Ali et les ordres du ministère de l'Intérieur d'intervenir et mater la révolte. L'armée égyptienne, elle s'est trouvée dans cette gêne. Elle a laissé le choix à d'autres cercles, à l'état profond qu'on appelle toujours les cercles Baltadjia. On voit par exemple ce qui s'est passé avec ce qu'ils appellent eux Waqi'at al-Jamal, hein, la bataille du chameau qu'on a eue sur la place, et l'histoire de l'Abbasiyya. L'armée, elle tirait les ficelles et les services égyptiens tiraient la ficelle toujours derrière le rideau. Ils n'ont jamais abdiqué. Et maintenant, il y a des informations concordantes qui disent que lorsque Morsi a démis de ses fonctions le général Tantawi et le conseil militaire, c'est qu'avant l'arrivée chez Morsi, Sisi, il est parti voir dans ce qu'on appelle Hay al-Nasr, l'académie militaire. Il était voir Tantawi pour lui faire allégeance et lui dire qu'il ne trahira jamais l'institution militaire. Autre chose, avant le coup d'État, ça fait depuis le mois de mai, il y a des informations qui circulent que Sami Adnan, le vrai chef de l'armée égyptienne, a dit ouvertement à Morsi que ça sera la dernière année de la gouvernance des frères musulmans en Égypte. Lors d'un entretien houleux, il lui a fait comprendre que c'est l'entracte et c'est la fin je dirais de toute cette comédie. L'armée égyptienne, dans un dernier moment, a proposé à Morsi un deal que Morsi donne les prérogatives à Al-Baradei. On le nomme en Premier ministre et il se contente... Yassine, je m'excuse, je suis pris par le temps. Yassine Saadi, mille merci d'être parmi nous. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Vous étiez en direct avec nous depuis la France. Barakallahu fik. Aïzel Mouchaïdine, la couverture spéciale sur la crise égyptienne continue.
Je vous retrouve à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. في صلاة الفجر الكذابين المضللين اللي طلعوا على الناس النهارده في مؤتمر كاذب ممثل